Bonjour, merveilleux matinalier. Comment ça va ? Au top, au top. Vous avez passé un bon week-end ? Ouais, excellent. À demain ? À demain, 5h55. Bon pied, bon oeil. Allez, c'est maintenant l'heure dans toute liberté sur LCI. Une heure de décryptage, de débat sans tabou et sans langue de bois. En somme, en toute liberté, on est ensemble jusqu'à 10h. Ça n'arrive qu'en France. Bah oui, en France, on a un étrange talent. Transformer la prison en débat philosophique permanent. Vous l'avez entendu dans la matinale de Jean-Baptiste. Dernier épisode, un détenu de 52 ans, condamné pour trafic de drogue et association de malfaiteurs, incarcéré à Vendin-le-Vieil. Vous savez, l'une des prisons les plus sécurisées du pays, renforcée à coût de 4 millions d'euros cet été. Eh ben, ce prisonnier obtient une permission de sortie officiellement pour aller chercher un emploi officieusement pour mettre le feu aux poudres, car la permission a été accordée alors que son profil est qualifié de dangereux. Les syndicats pénitentiaires et le directeur de la prison s'arrachent les cheveux. Comment peut-on exiger d'eux un régime ultra renforcé, disent-ils, tout en signant des décisions qu'ils contredisent ? Bonne question, c'est toujours le débat entre police et justice, hein. Et c'est ça qui devient très français. D'un côté, des magistrats qui appliquent la loi et qui parlent de réinsertion, même pour des profils très très lourds. Et de l'autre, des personnels pénitentiaires, des policiers qui rappellent qu'entre l'idéal républicain et la réalité du terrain, il y a parfois un mur d'enceinte souvent trop bas. Ça n'arrive qu'en France. Chers amis, bonjour. Contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine en toute liberté. Est-ce que tout le monde va bien ? Vous avez passé un bon week-end, Valérie Trierweiler ? Bon week-end. Bon. Christophe Barbier, pareil. Excellent week-end. Excellent week-end. Comme un lundi matin. Guillaume Audat et Greg Phillips. Vous êtes désormais un personnage récurrent de cette émission. Un peu de travail ce week-end. Oui, ce qui s'est passé à Genève. J'ai l'impression. Donc, parce que si on fait un résumé des épisodes précédents, Greg, vendredi, Washington met sur la table une paix en 28 points, une paix dont on dit, même les républicains américains disent, ça nous a été envoyé par Moscou, on l'a passé dans le chat GPT, traduit en anglais, et c'est ça la paix. C'est ça, hein ? Ouais, c'est un bon résumé. Est-ce que c'est un plan russe ? Est-ce que c'est un plan russo-américain ? En tout cas, c'est un plan très favorable à Moscou et très défavorable à l'Ukraine. Donc ça, c'était vendredi. Le plan a été dévoilé par des fuites organisées dans la presse, notamment la presse anglo-saxonne. La réaction du président Zelensky, c'est entre deux mots. Une intervention à la Nation vendredi soir avec un ton très grave. Vous avez vu passer cette image. Il est devant le palais présidentiel, la nuit est en train de tomber. Enfin, c'est quasiment crépusculaire. Et puis accélération des choses. Et hier à Genève, discussion entre Américains et Ukrainiens réunis dans la même pièce à la mission des États-Unis de Genève pour discuter de ce plan. Voilà ce qui s'est passé hier. Et nous dit-on, il y a eu des avancées. En tout cas, le communiqué commun publié tard hier soir parle de progrès importants. Le communiqué a été signé à la fois par les Américains et les Russes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que ce plan de 28 points a été amendé, corrigé ? Est-ce que certains points ont été enlevés à la demande des Ukrainiens ? En tout cas, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a quitté Genève hier soir à minuit. Donc, cette phase-là est terminée pour l'instant. Xavier de Giacomoni, vous êtes à Genève, en Suisse, avec Éric Josset, à Kiev. Un paradoxe, Xavier, les Ukrainiens se disent inquiets du texte, évidemment, mais rassurés de voir que Trump, pour l'instant, ne les a pas totalement lâchés, Xavier. C'était certainement l'essentiel, Anaïs, pour les Ukrainiens. Surtout ne pas provoquer la colère de Donald Trump, garder les États-Unis à leur côté. En fait, nous avons assisté hier soir à une scène vraiment surréaliste. Ça s'est passé à la mission diplomatique des États-Unis, ici à Genève, celle-là même dont vous parlez à l'instant, Gregory Phillips. Devant nous, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, très optimiste quant à des avancées pour garantir une paix juste et durable aux Ukrainiens, pour garantir la souveraineté de l'Ukraine. Et puis à ses côtés, une délégation ukrainienne bien obligée d'adopter le même ton, toujours, pour ne pas se mettre à dos Donald Trump. L'enjeu pour les Ukrainiens, c'est que les Américains restent à leur côté. C'est vraiment l'impératif jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Alors,
Sur le fond, difficile de savoir quelles ont été les avancées. Est-ce que, par exemple, vous savez, c'est 30% de l'oblast de Donetsk qui reste toujours à la main des Ukrainiens et que les Russes voudraient récupérer à n'importe quel prix, que ce soit celui des négociations ou celui de la guerre? Est-ce que ça leur a été garanti? Est-ce qu'ils ont eu des garanties de sécurité comparables à celles qu'on peut trouver dans l'article 5 de l'OTAN? Tout ça, nous n'en savons strictement rien ce matin, comme si les choses avaient peu avancé finalement dans ces discussions. Marco Rubio est reparti avec son aéropage. Par exemple, il y avait Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, qui est extrêmement influent, qui est très proche des Russes. Il y avait Steve Witkoff, à peu près le même profil. Tout le monde est reparti. On va voir quelle est la suite des discussions. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Marco Rubio disait que, en fait, la deadline de Thanksgiving donnée par le président américain, donc jeudi prochain, n'avait pas forcément lieu d'être, qu'on pouvait encore prendre du temps pour discuter, négocier, obtenir de réelles avancées. Et puis surtout, le texte qui serait adopté va être présenté aux Russes. Tout l'enjeu pour les Ukrainiens, c'est que Vladimir Poutine refuse ce texte, que ce soit lui qui soit à l'origine de la non-paix, de la continuation de la guerre. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni. On ne sait pas où sont les Européens dans cette histoire, Greg Phillips. Alors, pendant le week-end, ils ont quand même essayé de faire passer des contre-propositions qu'ils ont adressées aux deux délégations, avec un plan européen qui est pas encore tout à fait abouti, mais en tout cas sur certains points, les Européens ont essayé de faire passer des messages, et on sait qu'ils sont réunis en ce moment. Enfin, ils étaient réunis ce week-end au G20. Il va y avoir une réunion aujourd'hui. Le président français Emmanuel Macron est en Angola, je crois, où il doit discuter aussi avec des homologues européens. Donc les Européens essayent de s'asseoir à la table, parce que pour l'instant, vous avez bien noté qu'autour de la table, on voit qui? On voit donc les Américains, évidemment, les Ukrainiens, pas les Européens, et pas encore les Russes. C'est évidemment intéressant ce que dit Xavier, c'est que maintenant, l'issue de ce qui s'est déroulé hier à Genève doit être transmis à Moscou. C'est évidemment avec les Russes qu'il va falloir discuter à partir de dorénavant. Général Jean-Paul Perruche, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes général de corps d'armée, ancien directeur général de l'état-major militaire de l'Union européenne. Général, sur le front, les Russes intensifient les frappes. Oui, bien sûr, parce que les objectifs de la Russie, de Vladimir Poutine, n'ont pas changé. Et donc, comme il y a actuellement tout de même un vent favorable, avec les propositions de Donald Trump qui acquiescent largement aux revendications de la Russie, je dirais que Vladimir Poutine se sent le vent en poupe et donc met l'effort sur le militaire, sur les conquêtes supplémentaires, sur les bombardements pour marquer psychologiquement les esprits. Et donc, voilà l'état dans lequel se présente la négociation qui est promue par les Américains. L'attaque russe à Kharkiv, c'est 4 morts selon le dernier bilan de la nuit, Guillaume. Oui, et ça pose toute la question en creux de ce qu'on doit attendre de Vladimir Poutine dans cette histoire. Xavier de Giacomoni le disait parfaitement. L'attitude des Ukrainiens, c'est de faire en sorte d'être constructif et de passer la balle dans le camp russe, si je puis dire, et de laisser Poutine refuser ce plan de paix. Toute la question est de savoir si oui ou non, une fois de plus, on a l'impression que c'est un peu un jour sans fin dans cette histoire, si l'Europe va réussir à entraver en fait ce triomphe qui était quasi offert à Poutine par Donald Trump. À en croire ce qui ressort visiblement de ce week-end, il y a quand même des éléments positifs. On parle même peut-être d'une rencontre possible entre Zelensky et Trump à Washington pour discuter de ce que la Maison-Blanche a dit de ce qui doit ressortir. Un accord de paix devra pleinement respecter la souveraineté ukrainienne. Toute la question de savoir qu'est-ce qu'on met dans le mot souveraineté. Il est là l'enjeu. Des garanties de sécurité solides, ça Xavier de Giacomoni, il en a parlé. Garantie de sécurité, ça veut dire que la France et la Grande-Bretagne, elles sont quelque part dans cette histoire. Sauf que la Russie ne veut pas de troupes autant sur le territoire ukrainien. Donc ça peut être en Pologne, une no-fly zone. Tout ça est encore à discuter. Il faut imaginer à quel point c'est précis. Des garanties de sécurité, souveraineté, ça veut dire une armée robuste, ça veut dire 800 000 hommes, ça veut pas dire une armée amaigrie, une armée à l'os, une armée ukrainienne qui combat, vous en parliez à l'instant, et on en parlait avec le général, et puis des garanties de sécurité, de la souveraineté, c'est du renseignement américain et des armements qui continuent à être livrés. Il y a 2 motifs d'espoir.
deux motifs d'espoir. C'est que, un, Trump, il veut quand même un prix Nobel de la paix et qui passera par l'Ukraine. Deux, les négociations, elles s'organisent maintenant à Genève. C'est autre chose que Riyad, avec tout le respect que j'ai pour Riyad, et que Ankara, avec tout le respect que j'ai pour la Turquie, compte tenu des liens qui unissent ces pays à la Russie. Deux inquiétudes tout de même. La parole de Poutine, on en parlait, et puis celle de Trump. Constamment fait volte-face. En gros caractère, ça veut dire qu'il il est sorti du bois en disant les Ukrainiens n'ont pas assez de gratitude envers tout ce qu'on fait pour eux. Donc il est sorti furax de son lit, visiblement à 5h du matin. Il s'est un peu calmé. Marco Rubio arrive avec de bonnes nouvelles. Ces deux hommes, Trump et Zelensky, vont à nouveau se rencontrer peut-être cette semaine. Espérons qu'il y ait du positif. Il le veut, son prix Nobel de la paix. Toute l'inquiétude, encore une fois, elle réside dans cette espèce de volte-face permanente, cette ambiguïté stratégique qui est la marque de fabrique du président américain. Il a raison, Guillaume Oda, Valérie, c'est un jour sans fin. D'abord, il a toujours raison, Guillaume Oda, parce qu'il connaît bien le sujet. Oui, c'est un jour sans fin, mais on a quand même le sentiment que cette fois-ci, on n'est quand même pas loin d'un résultat, que tout le monde veut la paix. Alors ça sera pas jeudi, la dinde attendra encore un petit peu pour Thanksgiving, mais on a l'impression que quand même les choses commencent à se concrétiser. Après, il y a l'histoire des Européens, vous le disiez, donc là ils se raccrochent au wagon une fois de plus, avec un plan qui est assez différent, et il y a la question de la garantie de sécurité. Et là, il y a quand même une vingtaine de pays européens qui est d'accord pour envoyer des troupes de sécurité, donc à savoir où. Effectivement, on ne le sait pas, mais ça n'est pas rien. Aujourd'hui, il y a des contacts dans tous les sens. Macron a eu contact avec Zelensky. Kensheimer doit avoir Trump, je ne sais plus si c'est dans la nuit ou ce matin. Donc, en tout cas, ça progresse et on espère que... Ouais, mais ça progresse, mais ça n'est pas fait. Attends, écoutez le chancelier allemand, Friedrich Merz, qui est assez sceptique, lui, écoutez-le. Le président Trump prévoit de parvenir à une conclusion jeudi. Nous en sommes encore très loin. Cela ne signifie pas que c'est complètement impossible à atteindre. Mais je suis sceptique quant à la possibilité d'un tel résultat, compte tenu des divergences actuelles. Mais nous devons attendre de voir. Oui, ça mènera peut-être d'ailleurs une question au général Perruche qui nous entend, mais j'ai été... posez-lui la question, il est là, le général Perruche. J'ai lu ce week-end le compte-rendu du Monde que ce journal faisait de cette réunion à Genève. Il cite un diplomate français sous anonymat, sous couvert de l'anonymat. Et que dit-il, ce diplomate français ? On fera comme d'habitude, relativise un diplomate français, ça n'est pas la première fois qu'on est soumis à un tel niveau de pression, on fera des contre-propositions et on verra ce qui est acceptable ou non. C'est teinté de condescendance et de passivité à la fois. Est-ce que très honnêtement, Général Perruche, en Européen que vous êtes, en Européen que nous sommes, on peut avancer avec véritablement du muscle et des propositions avec ce type d'attitude ? On fera des contre-propositions, c'est comme d'hab, et puis on amendera ce qui peut être amendé. Vous savez, pour parler concrètement, les Européens n'ont pas de levier de puissance militaire pour changer les choses, pour changer le rapport de force, seuls, sans les Américains, en Ukraine. Là est le problème. Et comme ils n'ont pas cette capacité, bien évidemment, Donald Trump, qui lui a cette capacité, parce que lui peut s'appuyer sur des Européens qui prennent une partie du fardeau et dire, vous voyez, ma partie à moi, elle est déterminante. Et c'est un langage que comprend Vladimir Poutine. Si les Européens aujourd'hui voulaient tenir un langage de rapport de force avec Vladimir Poutine, ils ne seraient pas crédibles parce que précisément ils n'ont pas de force collective d'action et pas suffisamment de réserve pour faire en sorte que, avec leur soutien, les Russes soient en échec, ne puissent plus progresser dans le Donbass. Vous voyez, et c'est pour cela que nous n'avons pas la carte nécessaire pour avoir des propositions qui pèsent. Alors on peut éventuellement infléchir, comme les Européens l'ont fait. Vous savez, quel est l'enjeu là de souveraineté et de garantie de sécurité? C'est qu'après un cessez-le-feu ou après un accord de paix, il faudra établir un rapport de force avec la Russie, avec Vladimir Poutine, parce qu'on sait ce que c'est que les engagements, les traités. Vous vous souvenez de 1991-94, où on a caressé et promis à l'Ukraine l'intégrité territoriale, et puis on voit bien ce qu'il advient par la suite. Donc la seule issue crédible pour l'Ukraine, c'est l'établissement d'un rapport de force par rapport à la puissance militaire russe.
C'est ça qui est en jeu. Alors, soit on le fait avec les Américains parce que les Américains acceptent l'idée que si l'Ukraine devait devenir un État croupion de la Russie, alors ça serait une capitulation non seulement pour l'Europe mais pour l'Occident. Et à ce moment-là, il y a une ligne rouge que peut-être le président américain ne laissera pas franchir. Ou bien autrement, je ne vois pas ce que les Européens peuvent faire de plus que d'infléchir certains aspects du projet américain. Mais général, c'est précisément le point central. Est-ce qu'on est en train d'assister à la fin du bloc occidental sur l'Ukraine ? Oui, écoutez, avec toutes les déclarations du président Trump lors du sommet de l'OTAN, mais aussi avant, et la manière dont il considère ses alliés, on peut quand même se poser des questions sur la fiabilité de l'OTAN et sur son article 5 vu des États-Unis, la solidarité face à des événements sécuritaires en Europe dans le futur. On constate de plus en plus que les Américains sont réticents à s'engager en Europe et à payer le prix de la sécurité des Européens parce que ça ne correspond plus tout à fait à leurs intérêts stratégiques. Alors, jusqu'où les Américains sont-ils prêts à lâcher l'Europe ? C'est la grande question. Pour ma part, je pense que il y a toujours un intérêt stratégique américain en Europe et que par conséquent, même si on lâchait l'Ukraine, ça ne voudrait pas dire forcément qu'on lâcherait les autres pays membres de l'OTAN, vu de Washington, mais nous n'avons pas de garantie absolue là-dessus. Christophe, c'est la fin d'une certaine histoire du bloc occidental. Oui, bien sûr. En train de vivre là, c'est l'histoire en mouvement. Oui, mais c'est le début aussi d'une autre histoire. Qu'est-ce qu'on termine ? On termine une période d'illusion, 1989-2025, où on s'est dit, ça y est, tout le monde va se convertir à la démocratie et accessoirement au capitalisme. La fin de l'histoire de Francis Fukuyama, qui n'était pas une fin de l'histoire où tout s'arrêtait, mais il n'y avait plus d'enjeu, il n'y avait plus de débat. La démocratie et le capitalisme allaient conquérir doucement la planète entière. Faux. Il y a eu le 11 septembre 2001, donc évidemment l'islamisme, et puis il y a eu février 2022, le retour des empires, et on pourrait parler de Taïwan avec la Chine, c'est la même logique, ce retour des empires. Nous revenons maintenant dans une période où la force est plus forte que le droit international, où cette logique de bloc, d'affrontement, de conquête l'emporte sur la diplomatie et la bonne entente. Nous devons nous mettre à l'unisson, militairement, économiquement, mentalement, de cette nouvelle époque. On va aller vers la division de l'Ukraine. On a une Allemagne divisée pendant 44 ans, on a une Corée divisée depuis 72 ans, et un jour, à la lenteur de l'histoire, les pays se reforment, se complètent. La sécurité de l'Allemagne de l'Ouest, la sécurité de la Corée du Sud, ça a été les États-Unis pendant très longtemps. Là, ça ne sera pas forcément le cas. La sécurité de l'Ukraine de l'Ouest, parce qu'on l'appellera comme ça, ça doit être les Européens, et on est un peu en retard et un peu faible. Attention parce qu'une paix imposée n'aboutit évidemment à rien puisqu'on parle d'histoire. On va citer donc Jacques Bainville, historien, il avait écrit les conséquences politiques de la paix, il avait examiné le traité de Versailles qui avait abouti, comme vous le savez, comme on le sait tous, à la Deuxième Guerre mondiale, et il avait dit que tout l'enjeu en fait était de ne pas refermer la plaie avec l'infection à l'intérieur. Si on se dirige vers ça, on ira vers une autre guerre et le problème sera simplement le suivant dans quelques années. Sauf s'il y a un changement de régime à Moscou et que le nouveau régime à Moscou dit bon, nous on n'a pas les ambitions impériales de Poutine. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Enfin, l'histoire nous enseigne. Voilà. Mais qui a vu venir en 89 l'effondrement de l'Union soviétique ? Pas grand monde, et c'est advenu. Et il n'y a pas eu un coup de feu. Donc voilà. Général Perruche, vous êtes dans quel état d'esprit ? Vous êtes optimiste, pessimiste ? J'essaye d'être réaliste, si vous voulez, et il me semble que la seule voie pour les Européens, effectivement, c'est de créer une capacité de défense militaire collective, parce que individuellement, chaque pays n'est pas capable. Donc, il faut que, sur la base d'une analyse des intérêts communs de défense, les Européens établissent des scénarios de réaction par rapport à ce qui les menace, et qu'à partir de là, ils fassent de la planification d'anticipation, ce que fait très bien l'OTAN depuis très longtemps, mais là, il faudrait le faire entre Européens, si vous voulez, avec l'hypothèse que les Américains ne seraient pas forcément avec eux. Et puis, à partir de là, à partir de ces plans, on détermine quantitativement et qualitativement les systèmes dont on aura besoin, que ce soit dans l'armée de l'air, la marine, l'armée de terre, etc., voire les satellites. Et après,
une répartition de la charge en fonction de l'intérêt des différents États pour participer à ces scénarios de réaction en cas d'attaque et de menace. Vous voyez, c'est sur cette base-là qu'on peut être optimiste. Si ça ne se produit pas, je suis plutôt pessimiste. Merci beaucoup, Général Perruche. Je voudrais juste ajouter que les plans de paix de Trump sont extrêmement fragiles. On le voit au Proche-Orient, il y a des morts tous les jours, que ce soit à Gaza ou que ce soit au Liban même. Et je ne parle pas du chef du Hezbollah, bien sûr. Ensuite, il y a la RDC, il y a eu un accord de paix, il y a des morts tous les jours et des drames. Enfin, donc voilà. Donc si ça devait être un plan de Trump uniquement, moi je pense qu'il serait extrêmement fragile. Il faut absolument que les Européens puissent mettre leurs pattes dans ce plan. Vous avez raison, et ça reboucle avec ce que disait Guillaume, c'est que Trump est pressé. Bah oui, oui, mais il est pressé, mais donc voilà, quitte à faire un peu n'importe quoi. Donc, voilà. Le rôle des Européens est très important, même si l'Europe ne doit être qu'un édulcorant. C'est ce que disait Guillaume au début de cet entretien. Il veut se débarrasser de cette guerre. Alors, il veut son prix Nobel, il veut se débarrasser de cette guerre. Et puis surtout, il veut que cette guerre en Ukraine s'arrête. Donc, ils ont rédigé ce plan ou au Kremlin ou à la Maison-Blanche. Sous la main des Russes. Exactement où. Il l'a proposé. Maintenant, il y a la date limite de Thanksgiving. Je reviendrai vous voir avant jeudi. Oui, ça c'est sûr. Pour partager la dinde avec vous. Et voilà. Il veut aller vite. Maintenant, je pense que la prochaine étape, ça va être une discussion directe entre Zelensky et Trump. C'est ce qui semble se dessiner. On va voir peut-être cette semaine. À quelle échéance. Et il faut que les Européens arrivent à mettre un pied dans la porte, ne serait-ce que pour notre propre intérêt. Enfin, on l'a dit, on l'a répété, la sécurité de l'Ukraine, c'est notre sécurité à nous. Mais c'est vrai que l'Europe est divisée. On voit Mélanie qui est toujours sur une ligne différente, qui ne veut pas fâcher Trump, donc qui est prête, elle, à accepter le plan en 28 points, là. Hein. Ah oui. Bon, vous allez revenir, Grégory Phillips. Merci, en tout cas. Vous viendrez partager la dinde avec nous. Allez, on fait une petite pause et dans un instant, la permission qui choque à Vendin-le-Vieil. À tout de suite sur LCI. De retour sur le plateau dans toute liberté avec Guillaume Audat, Christophe Barbier, Valérie Trierweiler et l'excellent Raphaël Maillechon, service police-justice TF1 LCI. Alors on parle de cette permission qui fait dresser les cheveux sur la tête d'une partie de la France. Un détenu classé dangereux, Waïd B, multi-récidiviste du narcotrafic, déjà évadé d'ailleurs, a obtenu une permission de sortie sans escorte pour un entretien d'embauche. Marion Fiat, vous êtes à Vendin-le-Vieil, donc le détenu est parti de la prison, a quitté la prison ce matin. Oui, il est parti un petit peu avant 8 heures, sans escorte mais sous haute surveillance, puisque la police, la gendarmerie, les ERIS, les ELSP sont venus pour sécuriser sa sortie. Alors, cette sortie fait polémique, d'abord auprès des surveillants de prison. Les syndicats s'en offusquent, puisque ici c'est une prison totalement hermétique. Dernier cri, où les parloirs sont à Égiaphone, les fenêtres à Caillebotti, pour isoler ces détenus qui sont censés être les 100 plus dangereux de France, les isoler du monde extérieur. Et aujourd'hui, ce détenu va sortir pour un entretien d'embauche, très loin de la prison de Vendin, et il est totalement libre de ses mouvements. Tout cela se fait dans le droit, puisque c'est autorisé, même si le directeur de l'établissement et le parquet de Béthune s'étaient montrés contre, avait donné un avis défavorable à cette sortie. Néanmoins, l'avocate du détenu dit qu'il ne faut pas avoir peur, je la cite, même s'il s'est déjà évadé et qu'il fait partie des plus grands narcotrafiquants. Il est de sortie pour un entretien d'embauche pour préparer une sortie qui pourrait donc avoir lieu avant 2029, la date de la fin de sa peine. Et c'est une sortie qui pose question, même si on a entendu tout à l'heure de sources du ministère de l'Intérieur que peut-être une escorte se ferait discrète et à distance de ce détenu qui est censé revenir ce soir, avant 21h. Merci beaucoup Marion Fiat. Raphaël Maillechon, vous nous refaites un peu le pédigré de cet homme. Il est d'une fratrie de 9 frères, c'est ça? Tous plus ou moins impliqués dans le trafic de stupéfiants? Oui, notamment très impliqués, localisés en Seine-Saint-Denis du côté de la Courneuve. Le détenu en question, il a 52 ans, plusieurs mentions à son casier judiciaire pour des faits en lien avec le trafic de stupéfiants. Condamné en 2021 pour association de malfaiteurs à 8 ans de prison. En juin 2014, il s'était évadé lors d'une extraction d'un centre pénitentiaire vers l'hôpital pour y subir des soins, une cavale de plusieurs jours, évasion avec un commando de 5 personnes. Il a été interpellé en juin 2019 sur la voie publique. Le tribunal de Bobigny en 2016 l'avait condamné pour cela à 7 ans de prison et il est libérable en 2029 pour l'ensemble de ces faits. 2025, ça fait loin l'entretien Pôle emploi là, non ?
Oui, après, effectivement, il est, ça fait loin, on est dans 4 ans, mais il est accessible à ce qu'on appelle la libération conditionnelle, car il a dépassé la mi-peine, donc il peut commencer à avoir des projets de réinsertion avec toujours 2 objectifs pour le juge d'application des peines. Le premier, l'hébergement. Qui va héberger cet individu qui a passé énormément d'années en prison, de la famille, des amis? Et le deuxième point, c'est quelle réinsertion sociale, quel métier va-t-il exercer? C'est la raison pour laquelle le juge aujourd'hui a fait ce premier pas. Il a autorisé à cette permission de 24 heures, de 7 heures à 21h, sortie d'une journée. Si l'aménagement, si cette journée fonctionne, si ce rendez-vous est concluant, si par exemple il arrive à obtenir un travail à la clé, en tout cas il a une promesse d'embauche, c'est un premier pas vers la réinsertion plus tard. Il a confiance, le juge, Valérie Trierweiler? Oui, il a confiance. Moi, justement, je me suis intéressée au profil des juges. Enfin, d'abord, pour moi, c'est incompréhensible qu'il ne soit pas accompagné d'un agent pénitentiaire de la réinsertion. Parce que le droit permet ça, justement. Donc, pourquoi le laisse-t-on seul? Je crois que c'est son épouse qui vient le chercher et qui l'emmène à ce rendez-vous. Bon, ça, pour moi, c'est incompréhensible. Mais qui sont ces juges? J'ai regardé le profil. Les juges sont des diplômés en Master 2 de droit des peines et des droits de l'homme. Donc c'est ça qu'il faut vraiment retenir, et des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'ils sont formés justement pour avoir une version humaniste de la justice, telle que la défendait Robert Badinter. C'est-à-dire qu'en tout homme, en tout condamné, il y a... Là, je cite une des juges qui avait donné une interview, une juge d'application des peines, qui disait, voilà, en tout homme, en tout condamné, il y a une histoire et il y a une possibilité de rédemption. Donc voilà, c'est ce que les juges essaient de voir en chaque condamné. Espérons que les juges ne se trompent pas, mais je suis d'accord avec ce que Christophe Barbier disait tout à l'heure, que en tout cas ces règles, elles valaient avant qu'il y ait de grands trafiquants, qu'il y ait de grands criminels. Peut-être faut-il les revoir. C'est vrai que là, on en tombe de notre chaise, faut bien le dire. On en tombe de notre chaise. Si on rappelle les chiffres, Raphaël, le narcotrafic, c'est 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et des morts. Et des milliards d'euros. Et des morts. C'est une estimation. Oui, des morts, je ne sais plus combien il y en a depuis le début de l'année, mais enfin... Et des morts et des très jeunes, des en morts général. Et des blessés. C'est 21 000 personnes qui vivent du narcotrafic. Non, c'est 210 000 qui vivent d'une famille qui vivent du narcotrafic. C'est quand même une plaie. En France, il y a déjà... C'est un fléau. Aux Pays-Bas et en Belgique, ils sont au bord de devenir un narco-État. Christophe, donc les temps ont changé depuis que toutes ces lois ont été faites, et on reste quand même, on est des bénis, oui. Enfin, c'est pas possible quand même. Non, parce qu'on a changé le mode d'incarcération, puisqu'on a créé ces quartiers de haute sécurité dévolus en priorité à cette criminalité organisée du gros trafic de drogue. Oui, on est décalé parce que le reste du droit n'a pas suivi. Et si on a des prisons très spéciales, il faut que les régimes de liberté conditionnelle, de réinsertion soient adaptés aussi à ces profils, qu'il y ait plus de garanties, plus de surveillance. En effet, peut-être une présence obligatoire d'une escorte quand il y a ce type de rendez-vous. C'est incompréhensible. Voilà, parce qu'on craint l'évasion, on craint la réitération et on espère la réinsertion. On a fait cette prison de haute sécurité parce qu'on craint que ces grands criminels continuent à piloter leur activité criminelle depuis le fond de leur prison. On ne le craint pas, Christophe, c'est avéré. Oui, justement, ces quartiers de haute sécurité, c'est pour empêcher la communication, empêcher les téléphones et lutter contre cela, contre l'effet Mohamed Abra. Et si à côté de ça, on peut sortir pour un rendez-vous chez un employeur potentiel, ça semble contradictoire. Il y a l'individualisation des peines dans notre pays. Donc d'un côté, on juge cas par cas, et quand il y a une demande, c'est l'individu qui est regardé, ce dossier particulier, et en même temps, on a un fait global qui est ce développement de la grande criminalité liée au narcotrafic. La guerre, puisque c'est le mot qu'emploient souvent les politiques contre le narcotrafic, se réglera pas parce qu'on met une escorte sur ce type de délinquants. Maintenant, imaginons les dégâts dans le débat public s'ils ne rentrent pas ce soir. Voilà. Parce qu'à 21h... C'est peut-être d'ailleurs, en fait, des questions qu'on pourra poser à son avocate, puisqu'elle va, dans quelques instants, rejoindre notre plateau. J'ai écouté Christophe Barbier avec beaucoup d'intérêt tout à l'heure, un peu plus tôt dans la matinale.
parler aussi du désaveu politique pour Gérald Darmanin, puisqu'il y a un énième bras de fer entre les juges et le politique. Moi, je trouve que c'est aussi l'expression, au-delà du désaveu, d'une sorte de manque de rigueur de ces équipes et in fine du ministre lui-même. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez 100 prisonniers de haute sécurité, donc considérés comme étant les plus dangereux du pays, dans une prison HQ, haute sécurité comme celle-ci, en principe, vous passez au peigne fin le pédigré, le CV, il y a des critères de sélection. On posera la question d'ailleurs à son avocate qui permettent à un moment donné de mettre ces gens-là dans cette prison-là. Normalement, vous étudiez tous ces profils de telle sorte à ce que ce genre de bévue n'arrive pas. Et elle est arrivée. On a une prison qui est Vendin-le-Veil, il y en a une autre à Condé-sur-Sarthe, il y en a 2 autres qui doivent ouvrir. J'espère que le ministre et ses équipes vont passer par le menu au peigne fin tous les CV. C'est prévu, il y aura aussi un texte de loi. De manière beaucoup plus scrupuleuse pour que ça n'arrive pas à nouveau. Il y aura un texte de loi pour que les juges, justement, de l'application des peines ne soient pas les mêmes pour ce type de criminel que pour le lambda du droit commun. Une formation différente et pas aux droits de l'homme, forcément, qui donne l'avantage. Non, mais c'est extraordinaire. Raphaël Maillochon, réaction du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, ce matin sur Twitter, je crois, enfin sur X. Je veux pas commenter une décision de justice, mais je la commente quand même. Je trouve ça un peu bizarre, a-t-il dit. Oui, il a dit que la décision d'accorder une permission relève de l'autorité judiciaire qui statue de façon indépendante, tout en rappelant effectivement l'opposition du procureur de la République, du chef d'établissement de la prison. Donc il souffle à la fois le froid et le chaud, dans le sens où, vu sa statut en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice, eh bien, il ne peut pas commenter des décisions de justice. Mais de l'autre côté, Gérald Darmanin, effectivement, il ne peut pas s'empêcher de rappeler que cette décision, même si elle est validée in fine par tous les leviers, tous les corps administratifs et judiciaires, Gérald Darmanin, lui, a reprécisé que il y avait eu des oppositions dans le cas de ce détenu. Oui, beaucoup d'oppositions. Ouais. Bonjour, maître Marie Violot. Vous êtes la femme qui tombe à pic. On est en train de parler de ce qui se passe en ce moment à Vendin-le-Vieil et hop, vous apparaissez sur le plateau. C'est merveilleux. Alors pour vous, rien de nouveau sous le soleil, c'est l'application du droit. C'est la stricte application du droit. C'est une décision qui est conforme à la loi, conforme à notre état de droit, qui répond à un certain nombre de critères, qui a été prise par un juge de première instance, validée par une cour d'appel. En fait, tout va bien. Valérie, tout va bien ? Est-ce que vous pouvez comprendre que l'opinion publique puisse être choquée au moment où il y a eu des meurtres récemment perpétrés par des narcotrafiquants, qu'on parle de ça, que c'est devenu un fléau dans notre monde ? Est-ce que vous comprenez que ça puisse nous choquer ici sur le plateau et choquer l'opinion publique, les gens qui nous regardent ? Je comprends évidemment que ça puisse choquer et je pense que les professionnels, comme les magistrats et les avocats, nous sommes là aussi pour expliquer aux gens pourquoi cet homme a obtenu une permission de sortir. Et je crois que l'amalgame qui est fait entre ce qui se passe notamment à Marseille, entre les trafiquants de stupéfiants qui ont entre 20 et 30 ans, qui sont aujourd'hui interpellés puis incarcérés, ou qui ont commandité des assassinats depuis le fond de leur cellule, c'est une chose. Un homme qui vient de faire quasiment 15 ans de détention, qui a été condamné très sévèrement, parce qu'on lui a pas du tout fait de cadeau à mon client à l'époque où il a été condamné, qui vient de démontrer par A plus B qu'il avait des gages de réinsertion évidents. De quelle manière l'a-t-il montré ? C'est compliqué de faire l'amalgame entre les deux. De quelle manière a-t-il montré qu'il avait des gages de réinsertion ? Juste parce qu'il a un rendez-vous avec un employeur ? Non, c'est parce qu'il a un rendez-vous avec un employeur qu'on peut constater ensemble que des magistrats, des conseillers d'insertion et de probation, des psychologues, des psychiatres, des directeurs de prison ont estimé qu'il avait montré patte blanche, j'allais dire. Et juste une chose, le directeur de prison. Non, un directeur de prison était contre, le directeur de Vendin-le-Vieil, qui connaît cet homme depuis 2 mois et demi, 3 mois. Il a eu, ça fait 15 ans qu'il est incarcéré, donc les 3 derniers mois, j'allais dire, de sa détention, c'est à prendre en compte, mais heureusement que les 14 dernières années veulent dire quelque chose aussi. Il y a eu d'autres directeurs de prison qui ont eu à statuer sur son cas avant, et qui étaient parfaitement d'accord pour qu'il puisse avoir accès au début d'un aménagement de peine. Mais ça veut dire que dans les 3 derniers mois, il a fait des choses qui pouvaient remettre en cause, justement, les 14 premières années ? Non, alors... Vous le dites oui, de manière sous-entendue. Non, pas du tout. Je dis que l'avis du directeur de prison de Vendin-le-Vieil reste un avis. Et que ce n'est pas une parole d'évangile. Et que, heureusement, que ce n'est pas le seul à décider. De même que le procureur de la République de Béthune n'est pas tout seul à décider. Et qu'aujourd'hui, on a des magistrats de l'ordre judiciaire qui sont indépendants, qui ont pris une décision contraire. Donc on peut aussi s'en féliciter. Est-ce que vous n'auriez pas dû accepter, voire demander qu'il soit escorté
pour montrer sa bonne volonté et sécuriser un peu ce débat qui s'enflamme aujourd'hui. Il n'est pas du tout sécurisé, là. Personne ne le suit, personne ne... Non, mais si le débat s'enflamme, c'est pas parce que j'ai fait une mauvaise demande. Si le débat s'enflamme, c'est parce qu'on a des syndicats pénitentiaires dont je rappelle leur métier, c'est quand même de vérifier si les conditions de travail de leurs collègues sont acceptables ou non. On a des syndicats qui ont, à un moment donné, infusé dans la tête de l'opinion publique et balancé une information. S'il sortait pour aller, par exemple, parler à un juge d'instruction ou pour aller à l'hôpital, comme lors de son évasion en 2014, il serait accompagné. Là, pour une demande d'emploi, est-ce que ça aurait pas été mieux pour lui qu'il fût accompagné pour qu'on se dise c'est pas une ruse. Excusez-moi, de quoi est-ce que vous avez peur? Si les gens ont peur aujourd'hui, c'est parce que il se passe des choses à Marseille qui sont absolument scandaleuses. Il se passe des choses aussi en région parisienne qui sont scandaleuses. Et dans toute la France, il a déjà réalisé une évasion. Une évasion. On se dit pourquoi ne va-t-il pas partir et puis vite filer à l'étranger de toute façon. Non mais c'est toute la France. On l'a répété avant que vous n'arriviez. Le trafic de stupes, c'est 7 milliards d'euros. C'est une économie qui est en train de devenir une des premières économies du pays. Oui. Donc, en fait, on se demandait avec Christophe avant que vous n'arriviez si la loi était bien faite pour les temps présents, bien adaptée. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, on confond deux choses, je crois. Le temps de la réponse judiciaire qui est faite aux exactions commises par un certain nombre de trafiquants, actuellement sur le territoire national, c'est une chose. Est-ce que la loi permet à nos enquêteurs d'aller interpeller? Est-ce que nos moyens d'enquête sont suffisants pour lutter contre le trafic de stupéfiants? Ça, c'est un sujet. Ensuite, il y a un deuxième sujet. Est-ce que quelqu'un qui vient de faire 15 années de détention, qui s'est comporté de manière exemplaire. En fait, les hommes ont le droit de changer, et c'est aussi... et vous pensez qu'il y a eu cette rupture chez lui, il veut en terminer avec sa vie d'avant, et essayer d'avoir, à 50 ans passés, une nouvelle vie. Mais réponse après la pause, s'il vous plaît, maître. On se retrouve dans un instant pour parler de cette sortie qui ne passe pas inaperçue. À tout de suite sur LCI. De retour sur le plateau dans toute liberté sur LCI, nous sommes avec Valérie Trierweiler, Christophe Barbier, Guillaume Audat, Raphaël Maillochon et Maître Marie Violot. Vous êtes l'avocate de Waïd B, le détenu concerné par l'autorisation de sortie, qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui, dont on nous dit qu'il n'a absolument aucune escorte. Il est tout seul avec son épouse, qui est venue le chercher à la prison. C'est bien ça? A priori, c'est ça, oui. Oui, à ceci près que l'entourage du ministre de l'Intérieur nous a confirmé, lorsqu'on les interroge, confirmé qu'une surveillance discrète, voilà pour les mots, à voir ce que l'on met là-dedans, mais une surveillance discrète était opérée tout au long de la journée pendant cette permission de sortir. Je rappelle, pour les termes juridiques, permission de sortir, effectivement, il n'y a pas d'entrave, pas d'escorte. Cela diffère de la permission de sortie lorsque, par exemple, vous êtes présenté à un magistrat, vous êtes extrait de la prison pour aller voir un magistrat. Alors, cela dit, il va passer la journée dans la voiture puisque son rendez-vous est assez loin de la prison où il est détenu, donc on ne voit pas tellement quoi faire d'autre à part un aller-retour. Maître Violot, ouais, ce projet de sortie, il a été construit, il a été proposé, il a été enquêté, j'imagine, à tous les étages de la fusée. C'est comme ça que ça se passe, et in fine, il a été accordé. Reste que cet homme, il est DPS, détenu particulièrement signalé, ce qui a trait à sa dangerosité. Et aussi à la possibilité de s'évader qui est avérée. Vous allez passer une journée sous pression. Le but, c'est qu'il rentre à la fin de la journée. Le but, c'est qu'il rentre. La qualification de détenu particulièrement surveillé, ça veut dire que l'administration pénitentiaire, c'est l'avis de l'administration, encore une fois, et que ce détenu a un profil particulier et qu'il mérite une surveillance accrue. D'accord, dont acte. Mais ça n'a rien à voir avec la décision prise par l'ordre judiciaire. En fait, il y a deux ordres. Il y a l'ordre administratif, qui est en fait l'ordre qui s'occupe de la gestion de la prison, de la gestion interne à la prison. C'est une chose. Et ensuite, il y a l'ordre judiciaire. Et en fait, l'ordre judiciaire aujourd'hui, on lui pose la question de savoir si il y a une perspective de sortie, si oui, laquelle et dans quel cadre. Pour vous, il n'a rien à faire dans cette prison de haute sécurité ?
Pour moi, depuis le début, il n'a rien à faire dans cette prison. Mais il est quand même décrit comme un parrain historique du cannabis en France, impliqué dans des trafics entre le Maroc, le Pays-Bas et la Courneuve. Vous contestez ça ? Non, je conteste pas. Il a été condamné à l'époque. Il a comparu devant des tribunaux correctionnels à plusieurs reprises. Il a été condamné. On lui a fait aucun cadeau. Il a été condamné à des peines extrêmement sérieuses qu'il est en train de purger. Mais c'était il y a 15 ans. Maître, sans entrer dans le détail, encore une fois, de la confidentialité qui a trait effectivement à cette sortie qui fait beaucoup parler, et on a raison de le faire, parce que forcément, elle questionne, elle interroge, vu le pédigré du personnage. Et vous êtes ici, il a été impliqué aussi dans un excuse-moi, dans un épisode de fusillade ayant causé la mort d'un enfant de 11 ans, selon ce que j'ai pu en lire. Non, si ça avait été le cas, il aurait comparu devant la cour d'assises, ce qui n'a jamais été le cas. Donc en tout cas, voilà, il a un certain pédigré. En effet, il y a des faits qui lui ont été reprochés. Il a été condamné pour un certain nombre d'autres. Vous êtes son avocate. Encore une fois, je reviens à la question que je vous posais. Comment ça se passe la vie d'une avocate dont le client dont on parle aujourd'hui, dont toute la France parle aujourd'hui, a le droit de sortir, d'aller rencontrer éventuellement un employeur, et dont vous espérez comme tout le monde qu'il entrera ce soir. Vous allez être en contact avec lui, vous allez l'appeler. Comment ça se passe très concrètement ? Juste pour compléter, parce que Guillaume vous dit, vous espérez qu'il rentre ce soir, est-ce que vous pouvez nous donner la garantie qu'il rentrera ce soir à 21h. Non, mais personne ne pourra jamais vous donner la garantie de quoi que ce soit. La justice, c'est pas une science exacte. Les avocats ne détiennent pas la vérité. Vous ne détenez pas la vérité. Personne ne détient la vérité. En fait, est-ce qu'il mérite d'avoir la confiance de l'autorité judiciaire ? Et pour ça, il y a des cases qu'on coche, il y a des critères. Est-ce qu'ils sont remplis ou est-ce qu'ils sont pas remplis ? Et s'ils sont remplis et si les cases sont cochées, alors on y va. Et puis on verra ce soir s'il rentre. Qu'est-ce que vous voulez que je... Et donc concrètement, vous allez être en contact avec lui ou pas, Maître Violo ? Toute la journée, vous allez être concrètement en contact avec lui, par téléphone, peut-être via son entourage familial, simplement pour qu'on comprenne un peu comment ça se passe dans la vie d'une avocate, quoi. Alors, je sais pas si la vie d'une avocate. En fait, il sort de prison. Ça fait 14 ans qu'il n'a pas mis un pied dehors. Il y a quelqu'un de son entourage qui est venu le chercher. Il va aller tranquillement voir son employeur. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire pour muscler un projet professionnel de sortie. Et puis ensuite, il rentrera à Vendin-le-Vieil ce soir, avant l'heure qui a été décidée par Vous pouvez préciser la nature de cet emploi ou pas du tout ? Non. Non, vous pouvez pas. Christophe ? Vous êtes en confiance, vous, par rapport à sa sincérité, à tout ce processus de réinsertion ? Vous pensez vraiment que c'est quelqu'un qui a tourné la page ? Alors, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a tourné la page, mais je ne suis pas là pour penser. Je suis là pour faire du droit. Et le droit, c'est quoi ? C'est est-ce qu'il a obtenu des diplômes ? Est-ce qu'il a fait des formations ? Est-ce qu'il s'est fait attraper avec un téléphone ? Est-ce qu'il a montré qu'il avait un problème avec l'autorité ? Est-ce qu'il se comporte de manière exemplaire avec les autres détenus, avec les surveillants, avec les directions des administrations des établissements pénitentiaires ? Oui. Pas de l'avis du dernier du directeur. Oui, mais c'est un avis, si vous voulez. C'est le directeur de Vendin-le-Vieil donne son avis. C'est un avis. Appuyé sur des faits que vous avez pu lister ? Pas du tout, pas du tout. C'est un avis comme ça. Son avis, c'est celui-là. Il a été affecté au quartier de lutte contre la criminalité organisée, donc je suis défavorable. Mais en fait, c'est très simple. Mais ça s'entend, hein, quand vous êtes un citoyen. D'accord, mais en fait, si on explique un petit peu, je veux dire, c'est pas une décision extraordinaire qu'on a obtenue. C'est pas, c'est illogique qu'on en arrive là. Je rappelle juste une chose, si vous me le permettez. Il y a, à la fin du mois de juillet, Gérald Darmanin et son ministère qui ont décidé de dresser une liste de 100 personnes, sans qu'il ne soit possible pour personne de connaître les raisons pour lesquelles ces gens étaient inscrits sur cette liste. Il a contesté. Bien sûr qu'il fait partie de cette liste, c'est la raison pour laquelle il est incarcéré à Vendin-le-Vieil. Il a contesté son transfert, mais cette liste-là, qui s'apparente à un fichier, c'est d'ailleurs parfaitement illégal, mais ça c'est un autre sujet pendant, devant les juridictions compétentes. Il est inscrit sur cette liste. Pourquoi ? Sur la base de quels critères ? Pour quelles raisons ? On n'en sait rien. Donc en fait, si on pulvérise les bases du procès équitable, c'est-à-dire la possibilité de savoir ce qu'on nous reproche et pourquoi on nous le reproche, il ne faut pas s'étonner que 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, on ait des juges indépendants, des magistrats de l'ordre judiciaire qui viennent juste un peu mettre le holà et qui rétablissent l'équilibre en disant « cet homme-là nous a démontrer qu'il était peut-être digne de confiance et on va l'aider à sortir. » Alors oui, c'est le peut-être, tout est dans le peut-être. Voilà. On verra donc à 21h. Merci Maître Marie Violo d'être passée sur le plateau. On vous laisse, vous allez à la santé pour faire votre métier. Oui. Donc merci d'être passée sur le plateau En toute liberté. On passe à la phrase qui fait du bruit.
Et cette phrase qui fait du bruit, elle est signée, je vous le donne en mille, ma chère Valérie, Rachida Dati, qui a réussi à mettre la campagne parisienne en orbite. On l'écoute. Avec moi, la ville sera propre et elle sera tranquille. Et c'est justement ce qu'attendent les Parisiens. Ils attendent des résultats et de l'efficacité et de l'action. Ah, c'est à vous ? Ah bah, je vais vous la vider. Moi, je serai la mère des résultats. Et il y a de plus en plus de rats, vous trouvez ? Ah là, vous avez touché un problème. C'est effrayant. Il n'y a pas de raison que la ville ne soit pas mieux organisée pour que la ville soit propre 7 jours sur 7, 24 sur 24. Ça sera mon rôle comme maire de Paris. Alors vous deux, mes journalistes politiques bien aimés, c'est exceptionnel. Et oui, incroyable Rachida. Rachida, c'est sans foi ni loi, c'est ni Dieu ni maître. J'ai regardé, donc elle a presque 18 000 commentaires sur Instagram. Ah non, mais ça fait plus de 3 millions. Oui, mais en commentaires, c'est énorme. 60 000 likes. Enfin bon, j'ai regardé un peu les commentaires, pas les 18 000. C'est plutôt favorable. Elle a mis tout le monde. Moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est pas cette opération de com qui est tellement grosse que plus c'est gros, plus ça passe. Et puis, bon, elle le fait avec un certain naturel. Oh, elle a un panache fou. Oui, je suis d'accord, elle a un panache fou. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'elle soit toujours ministre de la Culture. C'est ça qui me choque. Parce que nous sommes à moins de 6 mois des élections et à partir du 1er septembre, normalement, il y a des règles. À l'époque d'Édouard Philippe, en 2020, il avait exigé que tous ses ministres se mettent en retrait. Ils ne commencent pas la campagne avant le 1er janvier. Le monde a changé, non, depuis ? Alors, Guillaume. C'est 5 ans. Non, mais le monde a changé. En 5 Christophe, ça c'est une campagne. Dans fin de partie de Samuel Beckett, les deux parents des protagonistes vivent dans des poubelles. C'est peut-être pour ça que la ministre de la Culture s'est transformée en débat. C'est du Beckett finalement. C'est valeureux. On est dans le théâtre de l'absurde. Non, on voit quoi là ? C'est pas Rachida Dati en éboueur, c'est Rachida Dati en Donald Trump. C'est notre Donald Trump. Je suis milliardaire, je vais servir dans un McDo. Je suis la mère du 7e. J'aime les bijoux. Je fais les boueuses avec un talent de communicante qu'on lui connaît. Et puis cette volonté de passer par-dessus tout, passer par-dessus les ennuis judiciaires, passer par-dessus le fait d'être encore ministre. Regardez, octobre 2024, c'est ça que vous avez appelé. Elle applique effectivement les bonnes recettes. Si vous me permettez juste un mot, au-delà de l'effet de com, on peut en parler, on peut être choqué, pas choqué, etc. Elle fait du Trump, ça peut fonctionner parce qu'aujourd'hui on est en 2025. Moi je me rappelle seulement du Covid et des premières lignes, de celles et ceux qu'on applaudissait tous à la fenêtre, les infirmières et également les agents de la propreté. Quand vous êtes politique de son niveau, ministre de la Culture, ancienne garde des Sceaux, et que vous allez enfiler la veste, vous donnez de la dignité à ces gens-là. Il y a 5000 éboueurs. On peut le faire sans caméra, mais c'est important de le faire aussi avec des caméras. Et c'est important pour tout le monde. Et elle, c'est de mémoire, c'est la première politique que je vois s'afficher à côté des agents de la propreté. Emmanuel Grégoire l'a fait. Emmanuel Panot. Valérie Pécresse avait nettoyé aussi. Oui, mais là, bon, effectivement, l'image marche. Elle fait des choses que vous avez vues sans caméra. Oui, moi, je sais qu'elle va rencontrer, par exemple, puisqu'on parlait de terrorisme, enfin, on en parle aussi bien souvent sur ces émissions, elle va rencontrer en prison des gens qui ont été condamnés pour association de malfaiteurs terroristes, qui ont été faire le voyage de Syrie et qu'elle essaye, hors caméra, de ramener vers la communauté. Elle fait ça aussi, Rachida Dati. C'est pas un plaidoyer. Je dis juste qu'elle y met un peu d'elle, elle met des caméras, elle aurait eu tort de s'en passer. Allez, merci à tous les trois. On se retrouve demain à 9h en toute liberté.